Aujourd'hui, sur Outils du Manager, comment scaler une startup sans perdre ta culture d'entreprise. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Steve Hanavi, un des deux associés fondateurs de Conto, la banque en ligne. Il m'a parlé de son entreprise, mais surtout aussi de sa méthode de management. Et je pense que tu seras intéressé de connaître quel est son outil favori de management. Je te laisse la surprise. Donc, au programme aujourd'hui, quelles sont les clés du succès de cette start-up qui défie les grandes banques ? Comment on passe de 8 à 350 employés en quelques années sans perdre sa vitesse et sa culture ? Comment on s'adapte au local sans perdre son ADN ? Qu'est-ce que Steve appelle le Conto Way ? Quel est l'outil favori de Steve qu'un manager peut utiliser tous les jours ? Et comment ralentir pour avancer plus vite ? Je te laisse tout de suite avec l'interview de Steve Hanavi et je te donne rendez-vous en fin de podcast. Bonjour Steve, comment vas-tu ? Bonjour Cédric, très bien, merci pour l'invitation. Merci surtout de venir sur le podcast. Peut-être qu'avant de rentrer dans l'actualité de Conto, tu peux te présenter. Qui es-tu, d'où viens-tu, et vers où vas-tu ? Bien sûr, alors je m'appelle Steve Hanavi, je suis né en France, j'ai 38 ans et je suis cofondateur et président de Conto. Je suis ingénieur de formation en microtechnique et production, donc pas IT, avec un master en business et administration. Et j'ai travaillé dans le conseil, dans le e-commerce, avant de lancer ma première entreprise en 2013, qui a été rachetée en 2015, puis de démarrer Conto après. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu faisais ? Par quoi tu as démarré la première entreprise ? La première entreprise, ouais. J'ai travaillé chez Deloitte en tant que consultant. D'accord. Sorti d'école à 24 ans. Ok, d'accord. Okay. Et j'ai rentré d'un échange d'1 an au Japon, pour être précis. D'accord, donc culture internationale. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est Conto ? Parce que moi j'en ai entendu parler évidemment, mais je n'ai pas d'idée précise sur l'entreprise. On en entend pas mal parler. Je ne connais pas très bien sa taille. Je sais que votre marché de prédilection, c'est plutôt les entreprises, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc peut-être que ce serait intéressant que tu nous rafraîchisses les idées sur ce sujet. Bien sûr. Alors, on a lancé Conto en juillet 2017, donc il y a un petit peu moins de 4 ans, avec mon associé Alexandre Pro, qui était le même associé pour la précédente entreprise, dont je parlais en introduction. D'accord. Et on a lancé Conto sous l'angle de la néobanque pour les PME. Okay. Mais la mission, en revanche, était plus dense depuis les débuts, puisque la mission long terme, c'est créer la solution de gestion finance que toutes les PME aiment en Europe. Et donc, de la banque à la comptabilité. D'accord. Concrètement, comment on s'y est pris ? On a misé sur un service client humain et hyper efficace, un produit facile et simple à utiliser parce que un entrepreneur, que ce soit pour lui-même ou pour une PME de 250 personnes, n'est pas censé être expert de ces sujets. Et évidemment, un prix juste et transparent. Et donc, pour répondre complètement à ta question, Conto aujourd'hui, c'est 150 000 entreprises clientes, de l'entrepreneur tout seul à la moyenne entreprise. Un taux de satisfaction qui a l'air de tenir la route, puisque l'App Store nous donne 4.8, Google Play nous donne 4.7, Trustpilot 4.7, etc. etc. Donc la satisfaction client est quand même au cœur de nos préoccupations. 350 personnes qui travaillent chez Conto. À date, on a levé 136 millions d'euros auprès d'investisseurs français et étrangers. Et on est présent en France et dans 3 nouveaux pays, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ok. Pour situer la taille des entreprises, donc jusque 250 salariés, mais est-ce qu'il y a une moyenne ou est-ce que ou un écart type, comment aujourd'hui ça se répartit à peu près ? Alors ça se répartit en fonction de
assez simplement et de manière bijective, ça se répartit comme la démographie du paysage PME qu'on a en Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'entreprises où il y a une seule personne qu'il y en a où il y en a 10, qu'il y en a où il y en a 250, etc. Et donc on a une représentation assez directe de la démographie de ce segment. D'accord. Et c'est intéressant, je note dans un petit coin de ma tête que une des choses que tu as inscrit dans l'ADN de l'entreprise, c'était la valeur humaine. Et je pense qu'on va en reparler. Et alors, donc aujourd'hui 350 salariés. Moi, il y a une première question qui me vient tout de suite parce que la boîte, elle est quand même elle est assez jeune, elle est assez récente. Comment on fait pour passer de, je ne sais pas à combien vous avez commencé, mais probablement, je dirais 8-10 peut-être. Comment on fait pour passer de 10 salariés à 350 salariés en 4 ans, d'abord, et surtout comment on fait pour garder le contrôle sur les équipes, sur la culture d'entreprise, pour rester une entreprise à taille humaine, etc., etc. Est-ce que tu as un truc à nous partager là-dessus ? Alors très franchement, c'est une très bonne question qui est très vaste. Donc je vais essayer de donner quelques points de données. Alors déjà, il faut être passionné. Je pense que ça c'est la clé. Si on n'a pas la passion des choses bien faites et des gens, c'est perdu d'avance parce que c'est très, comme disent les Américains, très demanding comme travail. Et on a une responsabilité légale mais aussi morale de bien faire notre travail. Ça, c'est plus en guise de préambule. Et en fait, une manière de regarder, de regarder la question, c'est de se demander comment on grandit en devenant fort et sans devenir lourd. Et une des causes de cette lourdeur, c'est de vouloir trop centraliser, contrôler ou pas assez. Donc, c'est une question de dosage. Et la question qu'on se pose chez Conto pour adresser ce vrai sujet, c'est un sujet de scale-up, comme on dit, c'est quoi le modèle d'entreprise qu'on veut bâtir. Et par modèle d'entreprise, j'entends la culture et la pratique commune qui permet d'organiser finalement l'activité humaine de manière fluide et plaisante. Et pour adresser évidemment plusieurs personnes qui nous intéressent particulièrement, donc nos actionnaires, donc la performance, il faut que la performance elle tienne la route. Donc ça veut dire produire des choses de valeur, vite, bien, au moindre coût. C'est la satisfaction client, donc c'est un point important, et la motivation des collaborateurs. Et donc chez Conto, la question qu'on se pose quand on réfléchit au scale et quand on réfléchit à comment on passe de 2 ou 8 à 350 personnes aussi vite, on se pose la question de c'est quoi le système de production et le système de management de Conto. Donc on le prend sous cet angle-là. Et j'utilise volontairement le mot système parce que la vieille expression se battre contre le système ou le système est cassé fait écho en bon ingénieur que je suis ou que j'essaye d'être, puisque une des personnes qui inspire beaucoup la culture Conto, c'est Edward Deming, donc c'est un statisticien et économiste que j'imagine tu connais, qui a notamment aidé à la reconstruction de l'économie japonaise après-guerre, et qui dit 90% de la performance, ça vient du système. Et par système, il ne parle pas que de process, il parle de système d'amélioration, système de qualité, système d'apprentissage, système de management, etc. etc. Et donc ça, c'est un premier faisceau de réponse à ta question. Alors juste pour te rassurer sur le mot système, ça choquera personne ici parce que moi une des phrases qui est d'ailleurs je crois la première phrase qu'on voit quand on vient sur le site d'outils du manager, c'est un bon manager, c'est pas quelqu'un qui est doué avec les gens, c'est quelqu'un qui a le bon système de management. Donc t'inquiète pas, tu vas choquer personne avec le mot système. Et l'autre chose que je voudrais dire, puis après je te laisse parce que je veux pas t'interrompre, c'est qu'effectivement, le système doit résoudre 90% des cas, et puis après pour les 10% qui restent, on peut avoir des héros dans l'entreprise, et c'est parce que 90% des cas ou 80% des cas sont résolus par le système qu'on peut être un héros sur le reste. On peut pas être un héros sur le tout en permanence.
Par contre, et c'est ça l'astuce, on peut être un héros sur l'amélioration du système, puisque par défaut, une scale-up dit quoi? Elle dit que les recettes d'hier ne fonctionnent plus demain, ça bouge trop vite, donc les paramètres changent en permanence. Et donc du coup, d'une manière générale, quand le système est cassé, les gens abandonnent, ou ils râlent, ou ils se démotivent. C'est ça qu'on en retient. Ouais. Et donc, parler de techniques de comment on produit de la valeur, comment on drive l'amélioration continue, en fait, c'est au cœur de notre réflexion. C'est au cœur de notre réflexion, aussi bête que ça. Mais au sens large, donc tel que tu le précisais, on ne parle pas de système en mode process, mais en mode c'est quoi la bonne pratique pour réagir à de l'instabilité, par exemple. Et donc, il ne faut pas oublier, juste pour faire la boucle complète, il ne faut pas oublier que la performance mesurée en revenus et en profit, parce que je vois beaucoup de managers qui parlent beaucoup d'OKR et de KPI, c'est une bonne chose, il ne faut pas l'ignorer, mais c'est une conséquence d'un objet, d'une machine qui tourne, et pas le contraire. Donc, j'ai regardé récemment sur Netflix Last Chance U Basketball, donc c'est l'histoire d'une équipe de basket universitaire qui se reconstruit. Et en fait, on gagne des matchs par le rituel de l'entraînement, par le modèle de motivation du coach, par la manière dont il revisualise les matchs, et pas en regardant le score et en stressant sur le score en permanence. Donc je me permets d'insister puisque je vois des défaillances chez mes confrères par moment, sans prétention, mais je me dis que c'est pas en se concentrant sur le score du match qu'on le gagne. Voilà. Et donc chez Conto, on a formalisé cet état d'esprit sous ce qu'on appelle le Conto Way. Donc c'est le modèle d'entreprise, le modèle de management, le modèle de production, le modèle de culture, de travail en équipe. Bon, c'est la même chose, c'est les mêmes gestes qui donnent le cadre pour faire et apprendre en même temps. D'accord. Et donc et qui donnent les occasions d'apprentissage parce que apprendre et réévaluer notre pratique de manière décentralisée, c'est pas un nice to have, c'est vital quand on est une scale-up. Sinon, on devient lourd et c'est fini. Voilà. Ok. Merci. On va revenir sur le Conto Way parce qu'il y a plein de questions que j'ai envie de te poser sur ce sujet-là. Et je note que tu as fini en expliquant que, évidemment, pour que le système fonctionne, il faut que les personnes à l'intérieur du système s'éclatent et aient du plaisir. Et ça fait plusieurs podcasts, je parle de l'enquête de Gallup qui a été faite en 2017 sur ce que recherchent aujourd'hui les salariés dans une entreprise. Et pour la première fois, en fait, c'est plus de gagner un maximum en travaillant le moins possible, c'est une très grande majorité de progresser, en fait, chaque jour. Et en général, nous, chez l'entreprise, ça nous arrange d'avoir des salariés qui ont envie de progresser chaque jour. Il faut juste leur en donner l'opportunité. Il y a un autre truc qui m'a un petit peu interpellé, puis tu viens de parler de décentralisation, donc je vais mettre ça en parallèle. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, ou jusqu'à récemment, toutes tes équipes étaient réunies sur Paris, sur des plateaux qui sont à Paris. Est-ce que c'est ça qui a permis, je dirais, la genèse de Conto et la fabrication, je dirais, de votre culture d'entreprise, qui est forte? Et comment vous allez faire à l'avenir pour scaler ça? Parce que, est-ce que ça va rester centralisé dans le terme physique de la chose? Comment le Covid va impacter cette manière de travailler et de s'organiser? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'espère que j'ai la bonne information, que c'est ça. Au départ, vous êtes... Oui. Ouais, c'est correct. Et écoute, c'est encore une fois une très bonne question parce que ça nous préoccupe en permanence. En tant que chef d'entreprise, on se doit je ne vais pas faire défaut à ce que je viens de dire, de créer les conditions du succès pour l'équipe. Et c'est comme ça que notre job en tant que fondateur d'ailleurs est réinventé, puisque quand on est 10 au début, on est plus project manager et puis on avance. Puis là, notre responsabilité et notre job est différent. Et donc, je crois que c'est une très bonne question. Alors, le point d'entrée, c'est comment démarre l'apprentissage. Et l'apprentissage, il démarre, en tout cas, selon deux critères. D'une part, le mimétisme. Donc l'instinct nous propose d'apprendre en regardant comment les autres font.
Et deuxièmement, quand il y a un lien et une passion commune. Et donc, si j'ose dire, en phase 1, notamment dans le cadre du lancement des pays, effectivement, tu as la bonne information, on a commencé par avoir tout le monde au bureau, modulo Covid, évidemment. Ouais. Et c'est pas du tout une bêtise. Donc, et en fait, c'est pas un problème de le faire si on en est conscient et pourquoi on le fait. Parce que quand on construit une entreprise très rapidement, le job, c'est de se rendre sur le terrain pour aider les gens, les collaborateurs, à regarder les bonnes choses, à apprendre à les décortiquer. Et nous, pour nous, business leaders, c'est d'être très attentif aux signaux faibles. Parce que le signal faible, finalement, est important pour savoir si on est en train de réussir à monter une boîte qui, si j'ose dire, qui déchire tout. Puisque la frustration vient souvent des gâchis, du manque de coordination, etc. etc. Et donc, pour construire une culture, une pratique du travail commune, c'est redoutable de pouvoir le faire spontanément sous la forme de petites touches pratiques, terrain, plutôt que de grands meetings peu fréquents, très cycle en V, où on fait du reporting. Et donc, parce que ça nous éloigne du client finalement. Et ça crée une tension dans la rencontre qui n'est pas nécessaire. Ça rend la rencontre exceptionnelle alors qu'elle devrait être business as usual quand on apprend à construire. Et donc ça, c'était très important pour la première phase de Conto. Il se trouve en revanche qu'en phase 2, on est en train de regarder pour décentraliser les équipes localement. Une fois de plus, modulo Covid-19. Et parce que d'une certaine manière, le coût fixe de l'onboarding et d'apprendre à faire ensemble est payé en grande partie. Et on demande à nos équipes de s'organiser pour être très présents localement, proche du client. Parce que le désavantage de la phase 1, ça a été d'être plus loin du client. Donc là, maintenant, on a envie d'aller plus proche du client. En revanche, le modèle, c'est de se rendre fréquemment sur le terrain. Et pourquoi ? Car les conditions du succès, la manière de travailler et de réagir à la croissance demandent en permanence, on l'a dit tout à l'heure, de nouveaux apprentissages et des points de vue différents. Et voir de ses propres yeux, ça marque beaucoup plus l'esprit au point d'intégrer le terrain à la stratégie complète de l'entreprise. Si c'est que des slides et un call tous les mois, j'aurai une couche d'abstraction qui est beaucoup trop élevée. Et donc, mais par contre, ritualiser et aller sur le terrain une fois par mois, et là, passer du temps ensemble, là, ça fait sens. Parce que du coup, on peut regarder les mêmes choses. Voilà, donc c'est en gros comme ça qu'on a en tête de scaler l'international. Et pour scaler la culture elle-même, qui est une deuxième facette de ta question, là, je pense que scaler une culture, c'est très proche de se demander comment l'italien est scalé en Italie ou le christianisme est scalé dans les églises, tu vois. Ça se pratique en fait. Donc le choix du mot, le choix de l'angle d'attaque d'un problème, ou plutôt de sa résolution, la pratique d'un rituel d'une manière plutôt qu'une autre, et sa transmission, qui vient du fait qu'on passe du temps ensemble, va scaler la culture de l'entreprise. Évidemment, il y a des North Stars de valeurs et de missions et une documentation interne qui est présente chez Conto. Mais ça n'excuse pas et ça n'empêche pas de se retrouver pour discuter. Voilà. En fait, parce que pour moi, dans ce que tu dis, il y a quand même une tension entre la culture de l'entreprise qui est forcément centralisante, je ne sais pas si le mot existe, mais qui dit, si, chez Conto, il y a la manière de faire les choses. Et puis une nécessité d'adaptation à des marchés qui, peut-être, nécessitent des pratiques différentes. Je ne sais pas si c'est le cas dans la banque, et je ne sais pas si c'est encore le cas
Moi, je me souviens qu'il y a 10 ans, quand tu voulais implanter, peut-être 15 ans, quand tu voulais implanter une entreprise en Espagne, il fallait que tu aies compris comment fonctionnaient les relations entre le banquier et l'entrepreneur espagnol, qui n'étaient pas du tout les mêmes manières de travailler qu'on a en France, par exemple. Ils étaient beaucoup plus intégrés l'un dans l'autre. Si jamais tu étais une entreprise française qui s'implantait en Espagne, c'était plutôt difficile d'avoir des bons contacts avec le réseau bancaire sur place, etc. etc. Donc je pense qu'il y a forcément une tension à gérer. Et effectivement, il faut que chacun ait en tête, et ça, je pense que c'est assez compliqué, jusqu'où le compte s'arrête, on va dire. C'est-à-dire... et ce que j'ai entendu aussi dans ce que tu as dit, qui est très important, parce que ça résonne avec quelque chose aussi dont on parle souvent sur le forum, etc., c'est la notion de fréquence. C'est-à-dire que on dit patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, mais je crois que c'est assez vrai. Aujourd'hui, c'est vrai en management et c'est vrai aussi en leadership, c'est que ce qui fonctionne bien, c'est des ajustements permanents et donc des interactions, alors pas permanentes, mais fréquentes, parce qu'il faut des moments où on travaille seul. Plutôt que d'avoir des grands messes ou bien des grandes mises au point ou des grands recadrages, parce que vraiment la personne est sortie du champ et qu'il faut la remettre sur le champ. Ça marche mieux quand on le fait un petit peu régulièrement, un petit peu comme quand on est sur une route et qu'on conduit. On ne fait pas des grands coups de volant, on fait des tout petits volants pour rester sur la route. C'est un très bon point. Tu n'appelles pas de questions, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. La notion de fréquence est importante. Chez Conto, Ouais. on a une pratique qui s'appelle le Go and See. Donc le Go and See, c'est on va regarder la même chose. Ok. On va se montrer des choses, en fait. On va se montrer des choses et on va les regarder et on va papoter. Et très souvent, on finit la session de Go and See avec « Ah, ce serait bien d'essayer ça ». Et donc, si tu veux, c'est ça que moi, je vais rechercher en permanence dans mes interactions, puisque les KPI, je les ai, elles me remontent. J'ai mon dashboard, moi, le check de est-ce qu'on est en train de gagner, je l'ai. Donc, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on s'y prend bien pour y arriver, comment on regarde les choses qui nous entourent, parce que, et pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, parce que quand on discute de comment tu t'y prends et pas de qu'est-ce que tu fais, on passe d'un modèle de management qui parle du quoi en permanence, qui est très command and control, t'en es où, tu fais quoi, et le piège ici, c'est le micromanagement, surtout quand on va vite et que l'info a besoin de circuler vite. Et surtout quand on augmente la fréquence. Exactement. Par contre, quand on commence à parler de comment tu as envie de t'y prendre pour comprendre comment attirer tous les e-commerce espagnols, là on parle entre experts. Et là, avec un expert qui est évidemment le country manager Espagne, et un autre expert qui serait moi, par exemple, et qui sait à peu près comment fonctionne une boîte. Et donc, en fait, là, on peut avoir un échange entre experts de c'est quoi ta théorie, comment tu as envie de la tester. Et donc, on parle de gestes et on parle plus de to-do list. Et ça, c'est un point qui est assez important parce que du coup, on s'intéresse à l'apprentissage de la personne. Qu'est-ce que la personne doit apprendre pour gagner l'Espagne ? Et donc, ça devient beaucoup plus intéressant et plaisant, pour être honnête. Parce que j'ai pas signé pour faire des to-do à 350 personnes et je suis pas sûr qu'ils en aient envie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Alors, quand tu le racontes, ça a l'air super cool. Ça a l'air d'être des conversations toute la journée, etc. Mais derrière, il y a un système, tu le disais tout à l'heure. Alors, je ne te demande pas de révéler les grands secrets de fabrication de ta boîte, mais vous parlez du Conto Way dans vos communications. Moi, c'est ce que j'ai vu un petit peu. Ça me fait penser au Toyota Way, d'ailleurs, de l'époque. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les grands principes du Conto Way ou la structure, c'est-à-dire tout ça, comment ça s'articule, comment ça marche, en fait? Alors, pour être complètement transparent, le Conto Way, tu l'as bien pisté, c'est un proche cousin du Toyota Way. Donc c'est pour ça que je me suis permis de parler de Japon en introduction. Et de Deming, Edouard Deming, qui a été mandaté pour travailler à la reconstruction de l'économie japonaise après-guerre, et notamment avec Toyota. Donc évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que si on revient à la genèse, Toyota, c'est
Le Japon, plutôt, c'est le pays humilié de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et c'est le pays qui cherche à se reconstruire et qui copie les pratiques américaines, pour ne pas le citer Taylor, et qui voit que ça ne marche pas. Et donc, ça ne marche pas parce que l'enjeu, c'est pas de gagner en termes de revenus et de parts de marché. Le premier enjeu, il est sur la fierté. Il est sur le respect des gens. Et donc, l'intérêt, c'est de réfléchir à comment on construit un système de production de voitures. Il ne faut pas oublier que Toyota, c'était le Tesla il y a 70 ans. Enfin, c'était le truc qui faisait rêver les gens, et qui fait toujours rêver d'ailleurs les ingénieurs Toyota. Ouais. Et donc c'est très proche, évidemment. Et ça a été le point d'entrée. Donc, je te le dis sans filtre, ça a été le point d'entrée du Contoway. Ok. Et nos valeurs, un peu par hasard, se rejoignent énormément, puisque chez Conto, les deux valeurs piliers, c'est teamwork, donc le travail d'équipe, on travaille à la même vitesse, et mastery, qui est la maîtrise et l'amélioration. Et donc, c'est quand même très proche de ce que tu peux voir là-bas. Donc, tout à fait, ouais. Donc c'est pas complètement éloigné. Le jeu, en revanche, pour nous, c'est comment on transpose ça dans le monde du digital, et évidemment comment on l'enrichit avec les problématiques d'aujourd'hui. Donc le point d'entrée, effectivement, était celui-là. Et donc concrètement, puisque c'était la deuxième partie de ta question, qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est quoi les grands principes ? Alors le principe, c'est que si le collaborateur comprend ce qu'il fait, pourquoi il le fait, si il a la permission et il est accompagné pour résoudre un problème lorsqu'il se présente, ça veut dire améliorer ses propres process, etc., sa manière de faire, la compétence, elle commence à devenir très consciente. Et si on fait ça à chaque niveau, chaque personne devient meilleure unitairement. Et apprend aussi à se coordonner avec l'autre et parle le même langage que l'autre. Et alors, la conséquence, c'est que l'équipe devient très forte. donc c'est ça. Donc nos managers, ou plutôt nous managers, on va dire, on est en charge de créer les conditions pour que les problèmes remontent, ils soient discutés, et que les causes racines soient éliminées. Et c'est à tous les niveaux chez Conto. Donc c'est dans notre matrice de compétences, on a la résolution de problèmes. Donc c'est quelque chose il y a des modules de formation chez Conto sur le sujet. Donc on n'apprend pas aux gens à faire des bonnes campagnes sur Facebook. Ouais. On leur apprend à résoudre des problèmes. C'est intéressant, c'est très très intéressant. Je me permets, c'est qu'on vient juste de sortir un outil qui s'appelle le A3, que tu connais peut-être. Par cœur, parfaitement. Voilà, donc c'est amusant, c'est qu'on se rejoint là-dessus, et on a beaucoup de gens du digital qui viennent pour cet outil-là, parce que effectivement, le marketing c'est bien, mais quand on a des problèmes et qu'on a des non-valeurs ajoutées, c'est bien aussi d'avoir un outil spécifique pour résoudre les problèmes en équipe. Complètement, et tu l'as bien dit, en fait, pourquoi ça s'appelle A3, c'est parce que je pense que tu le sais, mais peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu je fais ta promotion, tu vois. Ouais, super. Le A3, c'est pourquoi c'est un A3, donc c'est sur une feuille de papier A3. Voilà. C'est parce qu'en fait, le but, c'est de poser un raisonnement et de le montrer, et de se le montrer, en fait. C'est ça l'objectif, c'est comme ça qu'on casse des silos, et donc ça, c'est... nous, on utilise on a fait une transposition chez Conto, donc ça me parle évidemment. Bon, on a tous nos petites manières d'agrémenter les plats, hein, c'est normal. Exactement. Donc les grands principes du Contoway, c'est assez, finalement, c'est l'organisation du travail de l'équipe. Très franchement, je te l'ai dit, on est allé chercher la connaissance éprouvée de l'industrie de l'ancien temps. Le Tesla d'il y a 50-70 ans, c'était Toyota, c'était le monde de l'usine. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la plus grande révolution économique et industrielle du XXe siècle. Enfin, ça a été game changer, et il y a des prix Nobel qui ont travaillé sur le sujet. Donc c'est des gens qui sont sachants. Ce qu'on observe, alors je sais que tous tes auditeurs ne sont pas start-up ou boîte digitale, mais ce qu'on observe aussi dans l'écosystème start-up mondial, si j'ose dire, c'est qu'il y a
il y a et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que j'en fais partie, il y a quelque chose de charmant à vouloir réinventer en permanence tout. Alors qu'en fait, il y a des pratiques avec une couche d'abstraction différente qui était le moteur d'une voiture, par exemple. Donc, voilà. Mais ça reste de l'ingénierie, donc voilà. Et donc, nous, on a été regardé là. Et donc, les grands principes chez Conto, c'est évidemment le juste à temps et le flux tiré pour le travail en équipe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire au-delà de performer? Ça veut dire qu'on demande à nos team leaders d'organiser le travail de l'équipe en fonction des niveaux de stock des équipes aval, d'accord. Le deuxième pilier, c'est la qualité du premier coup et l'arrêt au défaut. Ouais. Donc on demande aux équipes de réfléchir à c'est quoi une bonne campagne, c'est quoi un bon ticket client, c'est quoi une bonne feature, etc. Et c'est quoi du bon code, et de se mettre d'accord sur la définition de qualité. Et la réunion de ces deux choses, alors c'est là la beauté, c'est que la réunion de ces deux choses, ça permet non seulement de performer, parce que quand on fait du juste à temps, il n'y a pas mieux pour organiser un flux de production. Bon. Mais c'est surtout d'augmenter la qualité des relations et le respect entre les équipes, parce que quand on donne de la qualité à l'équipe qui vient après, et quand on livre dans les temps, là, il y a du respect. Si on n'a pas ça, on rafistole à la machine à café pour essayer de s'en sortir et de pas abîmer la relation. Mais en fait, c'est assez intuitif aussi, parce que quand on voit les relations humaines, on a rendez-vous avec un copain qui est pas à l'heure et qui doit me ramener un livre, et le livre il est tout corné. Bon, il est pas à l'heure, la qualité est pas au rendez-vous. Bon au bout de 5 fois, on va se fâcher. C'est un peu moins un copain. Ouais, c'est plus fort que nous en fait. C'est un peu juste plus un problème. Exactement. Et donc le liant de tout ça, c'est la résolution de problème, parce qu'on peut pas avoir bon du premier coup. Et donc en fait, c'est en cas d'anomalie sur les questions de délai et de qualité, on demande à nos managers et à toute l'équipe de ritualiser la résolution de problèmes. Donc, et c'est à tous les niveaux. Donc et l'avantage, il est infini, puisque le problème de performance ne se reproduit plus, puisqu'on va aux causes racines. L'équipe apprend à faire mieux et améliore ses compétences. La résolution de problème, c'est un acte d'apprentissage. Sinon, on l'aurait fait bien à la base. C'est qu'on ne sait pas faire quelque chose, donc il faut aller regarder. Et la seule manière d'apprendre, d'ailleurs, c'est de se rendre compte de l'erreur. Et donc, il faut qu'il y ait une erreur pour qu'on puisse apprendre et progresser. Ouais, exactement. Et puis, ça scale au rythme de chaque équipe, parce que du coup, on ne dit pas à des gens, allez, maintenant, vous mettez ça en place. En fait, ils ont leur système d'amélioration locale. Et puis, si l'équipe onboarding chez nous, donc onboarding des nouveaux clients, veut mettre à jour son standard de comment je valide un dossier, puisque nous on est réglementé, donc on peut pas, c'est pas juste email mot de passe chez Conto, c'est un peu plus compliqué. S'il veut le mettre à jour, il le met à jour tout seul en fait. C'est pas un problème. Et donc on trouve beaucoup de vertu à ça, et donc ça c'est les grands piliers techniques, si j'ose dire, du Conto. Ok. Voilà. En fait, c'est tout ce qui est principe. Alors je sais que le nom est un peu tombé. On n'aime plus l'utiliser, mais c'est du lean management en fait, c'est du lean manufacturing appliqué à ton métier. C'est amusant d'ailleurs de voir quelqu'un qui est dans ton métier parler de stock. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire des stocks dans une banque, je comprends pas. C'est un ticket client, un stock. C'est un ticket client, voilà. Et en fait, mais tu le pointes très bien, et chez Conto, c'est donc la littérature interne de la boîte, on explique que effectivement c'est le cousin, c'est le lean management. Sauf que le lean, on a décidé de l'occulter de prime abord, parce que dans la conscience collective, c'est des missions de productivité, parce que le sens même de lean a été galvaudé. Tout à fait. Par le consultant, par l'activité de consultant et la recherche de la prochaine mission, etc. Alors que le lean, c'est une pratique, c'est pas l'amélioration d'un process, c'est l'amélioration des gens. Donc mais oui, on est très très cousins, oui. Mais dans le digital, donc ça doit dérouter certains de tes auditeurs. C'est sûr. Donc ça, ok, on a compris. Vous avez une batterie d'outils, vous avez des process, etc. Ça, je dirais, c'est la partie, logicielle un petit peu de Conto. Au niveau organisation, moi, je suis un peu curieux de savoir comment ça se passe. Il y a 350 personnes. Est-ce que c'est une organisation
en organigramme hiérarchique? Est-ce que c'est des cellules? Qu'est-ce que c'est la taille d'une cellule? Est-ce que c'est des trucs qui évoluent au gré des missions ou est-ce que c'est figé? Est-ce que vous faites du travail en matrice avec une organisation verticale, avec des silos, même si à nouveau le terme est péjoratif, et puis des organisations en mode projet? En gros, est-ce que tu peux nous dire assez simplement comment ça marche? Parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Pour scaler, il faut effectivement le logiciel, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Mais il faut aussi la structure. Et il faut aussi se demander si la structure, elle est capable de grossir. Et si elle grossit, comment elle grossit. Par exemple, il y a un principe dont je parle souvent, c'est qu'une équipe au-delà de 8 personnes, ça commence un petit peu à déconner. Donc, quand on est à 12, on se dit, est-ce qu'on ne fait pas 2 cellules et c'est le mode de croissance qu'on peut choisir, par exemple. Alors, c'est un très bon point. Bah, du coup, ces sujets-là, alors déjà, il y a le check de est-ce que la manière dont on organise marche ou pas. Et donc, on a quelques rituels de ce qu'on appelle en interne, c'est le jargon interne, on appelle ça les pulses. Donc on fait des engagement surveys, des progress reviews, ça s'appelle évaluation dans beaucoup d'autres boîtes. Chez nous, c'est tu comprends pourquoi ça s'appelle progress review maintenant. Donc on a des points de carottage fréquents déjà qui nous laissent voir si on est OK ou pas. Donc ça c'est un premier signal. Donc la question du signal est importante parce que ça sert à rien de déployer énormément d'énergie si tout se passe bien. Ensuite, de manière plus terre à terre pour te répondre, l'organisation aujourd'hui, elle est il y a une chaîne de commandes selon la hiérarchie, d'accord. En revanche, on a des team leaders, donc c'est le plus petit niveau de management chez nous, mais c'est déjà très responsabilisant et dur à faire. Ils ont une fiche de poste qui est la même pour tous. Donc c'est organiser la production, organiser les cycles d'amélioration, etc., dont on a parlé avant. Et par contre, dans les alertes qui remontent, il va y avoir, d'une certaine manière, si on est en retard sur le lead time de validation d'un dossier client, ça va se ressentir dans la satisfaction client, d'une certaine manière dans le NPS, du coup, nous, on va le voir. Et dans les causes possibles, c'est est-ce que la personne en question est sous l'eau ou pas. D'accord. Et donc, du coup, on va réagir, on va plus être dans le monde de la réaction d'un signe avant-coureur plutôt que venir avec un modèle préconçu. Mais fondamentalement, c'est assez classique chez Conto, donc c'est la chaîne de commande pyramidale et sur les initiatives de boîtes, si j'ose dire. Donc on a des initiatives de boîtes, on définit un cap à l'année, on les réévalue en permanence si besoin. Là, on a un mécanisme de sponsor et honneur. Mais mécaniquement, ces initiatives-là sont cross-fonction, donc ça touche à tout le monde. D'accord. Donc mécaniquement, le sponsor doit casser les silos, donc doit aller revoir les interfaces, de comment on travaille sur ce sujet ensemble, etc. Et là, typiquement, moi, je suis sponsor de 3 ou 4 initiatives en ce moment, et il y en a une qui implique 11 équipes. Donc la question, c'est comment on fait travailler les équipes sur leur interface de handshake, comme on appelle, pour qu'elles travaillent au même rythme. Donc c'est intéressant. D'accord. Concrètement, tu passes combien de temps à faire du management par semaine? Je pense que c'est 50% de mon temps. 50%. Mais management, c'est très large. Oui. Je dois faire 10-12 heures de GoNC par semaine. 3-4 heures de 101, donc avec une rotation. J'essaye de voir tous les gens avec qui je travaille directement, ce qu'on appelle le C-suite. J'essaye de les voir au moins 1 heure, 1 heure et demie toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que c'est le C-suite? Excuse-moi, je connais pas. C'est le comité exécutif. Ah d'accord. Oui, c'est C pour C-level, c'est les Américains. C'est un défaut. Oui, c'est un défaut défaut ça y est maintenant. Parce qu'on n'a pas que des Français au board. Chaque fois, ils nous disent alors le C-suite pour le private joke. Et donc fondamentalement, je passe du temps. Alors c'est une personne qui a
beaucoup d'impact chez nous, c'est notre Chief of Staff. Donc c'est une nouveauté depuis... ça fait 9 mois qu'elle est là. Donc elle, sa mission, c'est de faire réussir le comité de direction. Donc c'est de s'assurer que les conditions marchent pour prendre des décisions rapidement, que les choses remontent, etc. Et donc voilà, c'est relativement classique et c'est, je pense que c'est à la limite du matriciel du coup avec ces initiatives. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais un ou deux outils de management simples que tu voudrais partager aux managers qui nous écoutent? Les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui font du management tous les jours, pas forcément dans le même contexte que toi, mais qui sont toujours, qui aiment bien avoir un petit takeaway pour continuer avec les anglicismes et savoir et apprendre un petit truc qui concrètement pourrait les aider dans leur vie de tous les jours de manager. Si tu devais choisir un ou deux outils comme ça, tu dirais quoi? Je pense, j'aurais presque proposé le A3. Pourtant, on s'était pas. Pas du tout. On n'en avait pas parlé avant. Pas du tout. C'est un outil dont je parle beaucoup en ce moment. C'est pour ça que du coup, le A3, d'une certaine manière, c'est la proposition du changement. Donc c'est un outil qui est intéressant parce que quand l'entreprise grossit, j'ai toujours cette image qui traîne sur Internet d'une balançoire représentée de 10 manières différentes. Et sous chaque balançoire, chaque dessin, il y a marqué ce que veut le client, ce que dit le client, ce que comprend le commercial, ce que design le designer. Et c'est des images qui sont différentes. Et donc le A3, ça permet de rendre visuel une situation, donc un problème, une situation donnée, et de proposer un raisonnement de changement. Et ça introduit notamment un concept très puissant qui est le modèle causal. Donc on s'intéresse à quels sont les boutons, quelles sont les causes qu'on tourne dans l'avion pour que l'avion bouge. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça réoriente l'approche du raisonnement sur les causes. Et quand on parle de causes, on parle de skills. Et donc ça m'intéresse énormément. Donc je pense que l'outil A3, et je sais pas quel est le template dont tu parles, mais c'est pas une mauvaise chose à regarder parce que ça permet non seulement de proposer un changement qui est intelligent, mais aussi de créer un lien avec ses pairs et son comité de direction ou ses pairs managers pour s'aligner facilement en fait. Donc ça c'est vachement bien. Je pense aussi c'est un outil de construction de la culture. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peu d'expériences qui entraînent plus de cohésion que de régulièrement résoudre des problèmes ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'effet immédiat qu'on résout un problème et l'amélioration continue, mais il y a aussi l'effet, supplémentaire, qui est que ça solidifie encore la culture d'entreprise, ça solidifie les relations entre les personnes, et voilà, dépasser des obstacles ensemble. Il n'y a pas grand-chose qui va nous rendre plus confiants les uns envers les autres. C'est pour ça que j'adore cet outil. C'est un super outil, puis c'est très... donc c'est un outil qui est dérivé de la route Deming, donc Edward Deming dont je parlais tout à l'heure, qui est l'inventeur du PDCA, donc le Plan Do Check Act. Et c'est un truc hyper important parce que donc c'est celui-là que je recommande. Je fais ta promotion sans savoir que c'est un outil que tu mets en avant parce que le PDCA c'est quoi? C'est l'être humain naturellement, instinctivement va dans la solution et quand il fait ça, il va se vautrer. Du coup, le PDCA et le A3, c'est j'apprends à ralentir pour réfléchir et je m'autorise ou j'autorise mon équipe à ralentir pour améliorer leurs propres conditions qui vont améliorer la perf. Et donc je trouve que c'est un super bon outil et on devrait l'utiliser pour les vaccins, tu vois, pour faire un peu de buzz. On devrait faire un A3. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Sur la pro des vaccins. Je suis assez d'accord. Donc non, c'est un super outil, ouais. Ok. Après, plus terre à terre, moi je peux te dire, sans faire de promotion, c'est pas un outil de manager, mais c'est plutôt un soft qu'on utilise, qui est Notion. Ok. Et c'est vraiment pas mal parce que on peut relier les pages entre elles, etc. Donc c'est très propice. C'est très propice à organiser les conditions de travail de manière assez simple. Ok, je vais aller voir parce que pour moi Notion c'était un
un outil d'organisation perso, je savais pas que ça pouvait être un outil de coordination, tu vois. Moi, je pensais à Trello ou à des trucs comme ça, mais tu peux mettre des Kanban, tu peux mettre plein de choses dans Notion, donc c'est très modulaire et puis c'est vachement bien. D'accord. Notion. Et on fait des cours, on fait des formations internes à Notion. Hein, c'est que interne. Ouais. Faut rentrer chez Conto pour avoir un cours sur Notion. Non, mais je pourrais du coup, on a une personne qui s'en occupe, c'est son dada. Ouais. Elle fait d'autres choses, mais elle aime bien geeker, si je puis me permettre, sur le sujet. Donc du coup, elle s'est proposée de faire des formations en interne, donc je pourrais te mettre en contact, of course. Ouais, avec plaisir, ça m'intéresse. Ok, je sais que tu es pris par le temps, je sais que tu as un engagement là dans 5 minutes, donc on va conclure. Est-ce que, d'ailleurs, sur quoi tu voudrais conclure ? Quel est le thème sur lequel tu as envie de revenir avant qu'on termine ? C'est un sujet qui me tient à cœur et on l'a évoqué. C'est que je suis passionné par mon entreprise qui n'est plus la mienne ou celle de mon associé exclusivement, puisque elle a grandi et que on a envie que les gens qui nous entourent se l'approprient. Mais ce qui m'intéresse aussi en construisant Conto, c'est de créer un modèle d'entreprise où les gens apprennent des choses en fait. Et peut-être un call to action pour l'audience qui est que la performance, c'est une conséquence. Je le répète, mais pour moi, c'est un point qui est central. C'est performer, c'est la conséquence d'une maîtrise de poste, d'une maîtrise de conditions de travail, d'une maîtrise de la manière, et on parlait des rituels, dont on engage avec son proche collaborateur. Et je vois beaucoup d'entreprises qui sont obsédées par la question de l'OKR, qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne peut pas venir tout seul, en fait. Ça ne peut pas venir tout seul. Et donc, manager, c'est transmettre des skills. Ça sous-entend donc qu'il faut manager l'apprentissage et le how, le comment, aussi. Pas uniquement la to-do list. Et donc, pour moi, c'est ça le mot de la fin. Et c'est un sujet qui me passionne, l'éducation. Donc. On en a parlé aussi un petit peu sur le forum et puis récemment sur le podcast. Moi, je parlais d'entreprise école parce que pour mettre des termes simples, mais en fait, c'est ça. Et je dirais que même l'équipe, elle est là pour performer, mais elle est là aussi pour faire grandir les gens. Et donc, elle devient une école. C'est-à-dire que finalement, on peut faire progresser, éduquer les gens dans son process de management. Il y a un autre truc que tu as dit que je voudrais ressouligner, tu l'as dit assez vite, tu as dit quelquefois, il faut accepter de ralentir, parce que c'est en ralentissant qu'on va avancer plus vite, en fait, finalement. Parce qu'on va éviter les erreurs. Tout à l'heure, je crois que c'était quand tu parlais du A3, tu disais, il y a un moment, il faut remonter aux causes racines, et si tu laisses l'être humain aller directement à la solution, en général, il se plante. Et je pense que c'est un petit peu le même esprit, en fait, finalement. Si tu es obsédé par le score, tu n'apprends pas, quoi. T'apprends pas, et puis une scale-up, je vois mes pairs, je les citerai pas, mais les banques de l'ancien temps, chez qui on est à peu près tous aussi, ce qui les abîme, c'est des startups à leur époque quand elles se sont lancées. C'est des pionniers. Et puis ce qui les abîme, c'est ça en fait, c'est de faire des fautes directes. Donc le jeu quand on scale, c'est de s'empêcher de faire des fautes directes. Et finalement le management, c'est des skills, c'est pas de l'instinct. Mais comme on en parlait tout à l'heure, on apprend beaucoup par mimétisme, on a tendance à copier sans savoir pourquoi, ou parce que ça a l'air cool. Et en fait, il y a des gens qui ont réfléchi à la question, donc il faut aller faire son homework. Voilà, mais c'est passionnant, voilà. J'apprends tous les jours pour être très transparent. Génial, super. Ce sera le mot de la fin. Steve, je te remercie infiniment de nous avoir donné un petit peu de ton temps, parce que tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu as un emploi du temps qui est assez chargé. Si les gens veulent en savoir un peu plus, etc., ou te contacter, parce que j'ai vu une ou deux vidéos sur Conto et sur le Conto Way, je ne sais pas d'où elles viennent, si elles viennent de ton site ou de votre... Le plus simple, c'est d'aller sur contoway.com, ça redirige vers notre blog et on publie tous nos articles, et c'est un bon point d'entrée.
Ok, super. Ça marche. Je te remercie beaucoup. Merci pour l'invitation, j'étais ravi Bonne continuation. Salut. également. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et extrêmement énergisant. Si tu as envie de continuer la conversation, eh bien, tu peux te rendre sur le forum. Tu verras qu'il y a un fil de forum dédié à chacun des épisodes de podcast. Et si tu veux découvrir l'outil A3 selon Outils du Manager, je te mets le lien en descriptif. Si jamais tu ne retrouves pas le lien, tu le retrouveras aussi sur le forum en passant par le site www.outildumanager.com. Je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à bientôt. Au revoir.